pas de pointeur, je suppose. Non, ici, non. Non, souvent je fais comme ça. Voilà. Là, ouais, il faut rester à peu près là quoi, pour qu'on puisse nous entendre à côté. Ok. Restez là. Tout le monde est rentré, c'est bon? Il en reste encore dehors? Oui. On va attendre 2 minutes. Bon, ben on va commencer, hein. Les autres arriveront. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marie Vallange, je suis cadre de santé kiné à la clinique Ster à la Malou-les-Bains, où je suis responsable du pôle pédiatrie enfants brûlés et plaies complexes. J'insiste, on n'a pas que des patients brûlés, on a aussi des pathologies cutanées graves, ainsi que les adultes. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui, on va faire des rappels sur la structure anatomique de la peau. On va voir dans les grandes lignes la rééducation du grand brûlé. On verra également les différents types de greffes. On parlera de la compression chez le patient brûlé. Et on verra à la fin un peu la rééducation chez l'enfant. Donc, vous le savez, la peau est un organe complexe. Hein. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Ce sera plus facile, je n'aurai pas crié. Donc, il comprend environ 1,6% du poids du corps et peut aller jusqu'à 2,3 mètres carrés de surface. Donc, il y a 3 couches distinctes, hein, de la superficie vers la profondeur. Donc, la première, la plus superficielle, on va le voir, c'est l'épiderme. La seconde, c'est le derme. Et enfin, l'hypoderme. Vous le savez que la peau a plusieurs fonctions, des fonctions de protection, des fonctions sensitives, thermorégulatrices. On va le voir juste après. Donc en fait, l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle. L'épiderme forme une barrière. L'épiderme n'a pas de vaisseau sanguin, comprend 4 couches. Donc on le voit bien sur le schéma, la couche cornée, la couche granuleuse, la couche épineuse et la couche basale. Donc cet épiderme contient différentes cellules, hein, avec les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de Langerhans. Alors les cellules de Langerhans, elles ont un rôle dans l'immunité. Et les cellules de Merkel, elles ont un rôle au niveau de la sensation. Au fait, c'est au niveau de la sensation, elles contiennent des mécanorécepteurs, si vous voulez. Et donc, il y a des terminaisons libres, des fibres sensitives au niveau de l'épiderme. Donc, au fait, l'épiderme forme une barrière. Donc, le derme, c'est un tissu de type conjonctif. Donc tout ça, c'est important pour comprendre après les séquelles que peuvent entraîner la brûlure lorsque ces différentes couches-là vont être atteintes, vont être détruites. Donc il y a le derme papillaire, on le voit, le derme réticulaire, vous le voyez sur le schéma. Et donc le derme, fonction d'élasticité, contient des fibres réticulines, élastines et
également de collagène, c'est très important pour la suite. Des fibroblastes, mais aussi surtout les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les follicules pileux. Il est innervé et vascularisé. Donc l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde. L'hypoderme a un rôle d'isolation, puisqu'il contient essentiellement un tissu cellulo-graisseux, avec des adipocytes, des lobules adipeux, etc. Donc il a un rôle énergétique, c'est l'amortisseur mécanique. Donc vous comprenez ces trois couches, de protection, d'élasticité, d'isolation. On va ensuite essayer de définir ce qu'est une brûlure. Donc une brûlure, au départ, c'est un phénomène local, c'est un traumatisme local, puisque c'est le revêtement cutané qui va être atteint. Mais seulement ce phénomène local va être suivi de conséquences générales sur l'organisme. C'est-à-dire qu'il va engendrer une réaction inflammatoire. Qu'est-ce qui se passe? Avec la brûlure, il va y avoir une augmentation de la perméabilité des capillaires. Donc cela va entraîner une fuite d'eau, de protéines, de sels minéraux hors du secteur vasculaire. Et c'est pour ça qu'il y a des œdèmes massifs, des flictènes, etc. Lorsqu'on a un patient qui vient juste d'être brûlé, il y a tous ces œdèmes et les chirurgiens doivent à ce moment-là effectuer ce qu'ils appellent des incisions de décharge. Donc tout ça pour ne pas que les tissus éclatent, ils font des incisions de décharge. C'est dû à cette réaction inflammatoire initiale. Donc, pour être un peu plus clair et rentrer dans le détail, donc cette réaction inflammatoire est déclenchée en réponse aux lésions tissulaires. Donc, elle entraîne une hyperperméabilité des capillaires et ce phénomène va régresser à partir de la 8e heure. Donc, les réanimateurs vont effectuer ce qu'ils appellent du remplissage, c'est-à-dire qu'ils vont injecter des solutions, etc., pour essayer de pallier à cette fuite de liquide. S'il n'y a pas de traitement dans les premières heures, vous le comprenez, le pronostic vital est engagé et on parle alors de choc hypovolémique. Donc le patient peut décéder dans les 8 premières heures. Ça va pour tout le monde ? Donc, on peut classer les brûlures en 3 catégories. Les brûlures thermiques représentent 90% des brûlures. Donc, brûlures par contact, par flamme, mais aussi par rayonnement. Les brûlures chimiques par acide, vous connaissez peut-être des patientes qui sont victimes de projections d'acide au niveau du visage, et par ciment. Encore dernièrement, on ne le pense pas, mais on a certains ouvriers qui font des chapes de béton et qui se mettent à genoux pour tirer la dalle de ciment. Et cela, au fait, entraîne des brûlures. On pense parce que dans les cuves à ciment, ils nettoient quelquefois avec de l'acide. Elles sont quelquefois mal nettoyées. Et donc, il y aurait de l'acide ou des agents chimiques dans le ciment qui entraînent des brûlures. Et la 3e catégorie, ce sont les brûlures électriques. Donc ça, ce sont des brûlures très graves qui entraînent des lésions très profondes et localement et au niveau de l'organisme. Donc un peu d'épidémiologie. Il y a 400 000 brûlés par an, des brûlures graves, avec 10 000 hospitalisations. 3500 patients doivent être suivis dans les services spécialisés et il y a quand même 500 à 1000 décès par an. Donc au niveau des structures d'accueil, il y a 23 centres aigus. Ici, à la Péronie, on travaille avec le CHU de Montpellier et 9 centres de rééducation spécialisés. Il n'y en a pas énormément
pour les enfants, il y en a peut-être 3 ou 4. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'essairs spécialisés dans la brûlure. C'est en France le nombre de centres? Oui, c'est en France. Donc ce schéma est assez intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi on greffe au fait la peau pour pouvoir fermer les lésions. Donc vous le voyez, hein, ici la peau normale, hein, on voit épiderme, derme, hypoderme comme je vous le disais. Ensuite, les brûlures du du premier degré, on voit que c'est juste l'épiderme qui est légèrement touché. Brûlure du second superficiel, là on ne greffe pas encore, mais à partir du second degré profond, vous voyez que l'épiderme a disparu, une grosse partie du derme avec les glandes sudoripares, avec le système pileux, etc. Et que donc à ce moment-là, l'épiderme et le derme ne vont pas pouvoir se régénérer tout seuls. Donc à ce moment-là, on greffe à partir du second degré profond. Et on voit très bien qu'à partir du troisième degré, ça ne va pas être possible d'avoir une cicatrisation normale, sans greffe, sans couverture cutanée. Donc la profondeur de la brûlure, elle dépend bien sûr de la durée de l'exposition, mais aussi de l'agent causal. Et de l'épaisseur de la peau, on peut comparer avec les enfants qui sont brûlés très profondément avec un liquide, qui ont la peau vraiment très fine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'étendue de la brûlure? Donc, il existe une règle qui s'appelle la règle des 9 de Wallace. Donc, où il évalue 9%, donc je parle de l'adulte, hein, on verra l'enfant après, 9% pour la tête et le cou, 18% pour la face antérieure du tronc, 18% pour la face postérieure du tronc, enfin vous le voyez sur le schéma, 1% pour le périnée, 18% pour le membre inférieur. Alors, certains chirurgiens préconisent pour une évaluation rapide, hein, c'est que la paume de la main du patient, bien sûr, représente environ 1%. Ça peut être une façon rapide d'évaluer l'étendue de la brûlure. C'est important de le savoir parce qu'on le verra après avec l'indice de Beau. Plus la surface corporelle est brûlée et plus l'âge du patient est avancé, plus il y a un risque que le pronostic vital soit engagé. Donc chez les tout petits, c'est différent, puisque c'est le segment céphalique qui est le plus important. On voit que la tête de l'enfant représente 18%. Et puis vous voyez les autres parties du corps, hein, 9% pour les membres supérieurs, 14% pour les membres inférieurs. Voilà. Donc c'est vraiment la tête, le segment céphalique de l'enfant qui est la surface la plus importante. Et justement, les enfants sont souvent brûlés avec un liquide chaud qui est renversé sur justement une partie de la tête et du cou, et aussi au niveau des mains. Donc c'est important de le savoir. Est-ce que vous connaissez des patients brûlés ou est-ce que vous avez des idées de comment on peut... Vous en connaissez? Personne n'est allé en stage à la Péronie? Non? Des circonstances? Oui? Il y a beaucoup d'enfants au niveau des membres. C'est ça. Oui. Du membre supérieur, il se renverse. Voilà. C'est ça. Les casseroles ou les nappes ou les liquides chauds pour les enfants, oui, c'est surtout ça. Après, pour l'adulte, il y a pas mal d'accidents domestiques. Donc, pas mal de vêtements enflammés, d'accidents avec des barbecues, avec les gazinières, etc. Les accidents du travail, on n'en a pas beaucoup. Donc là, c'était noté 18% par rapport aux références. Mais en ce moment, on n'en a pas tellement. Des accidents de la route, on en a. Des agressions, peu. Ce qu'on a un peu plus qu'il y a quelques années, ce sont des tentatives de suicide, donc par immolation. Ça, il y a quelques années, il y avait 3%, maintenant on monte facilement à 6%. Voilà, on en a pas mal. Hein. En ce moment, dans le service, on en a quand même 3-4. Donc ça représente quand même un pourcentage élevé. Donc, je vous le disais, par flamme, il y a aussi des incendies de maisons. En ce moment, on a 3-4 patients incendies de maisons, d'appartements.
Ben voilà, on en a parlé, liquide chaud, chimique, électrique, par irradiation, mécanique. Donc mécanique, c'est par frottement. Quelquefois, on a des accidents de moto avec des dermabrasions. Donc ce sont vraiment des brûlures par frottement lors de la chute sur le sol. Ça, on en a pas mal aussi avec tout ce qui s'ensuit, fractures associées, etc. Donc la brûlure est considérée comme grave si elle représente plus de 10% de la surface corporelle ou s'il y a une existence de plusieurs paramètres. Donc si c'est chez un enfant qui a moins de 3 ans ou si c'est chez un adulte qui a plus de 60 ans. Bien sûr, s'il y a des pathologies graves qui sont présentes, une brûlure est considérée comme grave quand elle touche la face, les mains, le cou et le périnée. Je vous l'ai dit, les brûlures électriques sont très très profondes. Donc quand il y a une perte de connaissance immédiate, explosion aussi, accident de la voie publique ou incendie en milieu clos, vu qu'il y aura une inhalation de fumée avec des conséquences pneumologiques assez graves. Si elle est inférieure à 10% de la surface corporelle, elle est considérée comme bénigne. Et à ce moment-là, souvent, les patients ne viennent pas en centre spécialisé. Ils sont soignés en libéral avec une infirmière à domicile, etc. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 3-15. Donc on dit que c'est la règle en cas de brûlure, c'est à peu près à 15 cm de la lésion, pendant 15 minutes, avec une eau à 15 degrés, qu'il faut refroidir la zone brûlée. Alors, il ne faut pas que l'eau soit trop froide, donc 15 degrés, voilà, ils appellent ça la règle des 3-15, mais il faut que ce soit une eau qui est tiède, pour vraiment refroidir et éviter que la brûlure soit plus profonde et n'entraîne des lésions plus importantes. Alors ce qui est compliqué, c'est lorsqu'il y a des brûlures par de l'huile, parce que l'huile, ça rentre vraiment dans les chairs, c'est vraiment des brûlures très profondes, et avec l'eau, etc., on a vraiment du mal à enlever cet élément visqueux. Voilà. Donc si vous rencontrez des patients qui sont brûlés, c'est vrai que si on retire les vêtements, on va arracher une partie de la peau et ça peut aggraver la brûlure. Sauf bien sûr dans le cas de brûlure chimique, parce qu'à ce moment-là, si on les laisse sur la peau, ça peut augmenter et aggraver la profondeur de la brûlure. Alors on n'y pense pas souvent, mais par exemple si c'est une friteuse électrique qui brûle, il faut déjà retirer la prise. Ça, des fois, personne ne sait comment on va réagir en cas d'accident, mais c'est un bête réflexe. C'est comme couper le moteur lors d'un accident de voiture, etc. On essaye de penser à débrancher. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir aussi un extincteur à la maison. Et bien sûr, les détecteurs de fumée en prévention, c'est quand même obligatoire. Donc je reviens un petit peu sur la brûlure par rapport à la définition. On dit que la brûlure, on appelle ça la maladie du brûlé, comme je vous l'ai expliqué, avec la fuite des liquides et tout ce qui va être entraîné au niveau de l'état général. Donc avec ces désordres électrolytiques, la défaillance multiviscérale. Donc le patient est amené en réanimation. Il y a ce que je vous ai expliqué, des incisions de décharge qui peuvent être réalisées en première intention. Ça, ce sont des mots un peu clés. Vous le verrez dans la littérature: incision de décharge, remplissage, assistance ventilatoire. Le remplissage, c'est toute ce que je vous disais, la fuite de liquide, et le chirurgien qui va remplir. Donc, vous voyez, c'est marqué 1 litre la première heure. Si c'est une brûlure qui est égale à 50% de la surface corporelle, avec la fuite de liquide. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez important. Donc je vous ai parlé de la gravité tout à l'heure de la brûlure avec l'indice de Beau.
Au fait, l'indice de Beau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'âge, par exemple, une personne de 60 ans, si elle est brûlée à 40% de la surface corporelle, bon, ça fait 100, 60 plus 40, ça fait 100, mais le pronostic vital va être engagé ou fortement engagé si l'indice de Beau dépasse les 100. C'est une façon, en unité de soins aigus, de calculer et d'évaluer si le pronostic vital est fortement engagé. Bien sûr, s'il y a des pathologies associées, c'est beaucoup plus grave. C'est bon pour tout le monde l'indice de Beau? Beau, c'était un des premiers pionniers en France qui a pris en charge les patients grands brûlés dans les années 60. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'indice de Beau, en fait. Donc en soins aigus, ils vont effectuer une excision des tissus nécrotiques, hein, tout ce qui est mort, tout ce qui est brûlé, tout ce qui est profond. Normalement, une peau qui est brûlée et qui ne dépasse pas le second degré superficiel doit être épidermisée en 2 à 3 semaines. Si elle n'est pas épidermisée en 2 à 3 semaines, c'est que c'est beaucoup plus profond et ça ne cicatrisera pas, ça n'épidermisera pas tout seul. Donc à ce moment-là, il faut une greffe. Je vous en avais déjà parlé lors des TD. La maturation cicatricielle, elle se termine au bout de 24 mois. On va voir tout à l'heure qu'il y a une phase inflammatoire qui est tout à fait normale, hein, qui est induite par la brûlure. Et cette phase inflammatoire va être très importante, on va le voir sur un schéma tout à l'heure, jusqu'à environ 8 à 10 mois après l'accident. Et après, l'inflammation va décroître jusqu'à 18 à 24 mois. On parle de maturation cicatricielle et on parlera de phase de remodelage. Ok ? Donc tout bêtement, les brûlures du premier degré. Après, ça peut être aussi grave si c'est un enfant, etc. Les brûlures du premier degré, il ne faut pas négliger. C'est une lésion minime de la couche la plus superficielle, l'épiderme, et qui normalement ne laisse pas de cicatrice, qui doit être résolue en 2-3 jours. Mais bon, à éviter quand même. Donc brûlure du deuxième degré, vous voyez sur la photo de droite qu'il n'y a pas tellement de conséquences et fonctionnelles et rétractiles. On voit juste la cicatrice sur l'éminence ténare. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de greffe, c'est ce que je vous ai expliqué. La cicatrisation a eu lieu en 3 semaines. Et est-ce que vous savez ce qu'est une cicatrisation dirigée ? Non ? Pas tout à fait. Oh, oui, c'est plus ça. Au fait, cicatrisation dirigée, ça veut dire que la peau va être épidermisée avec des pansements, avec de la flamazine, avec du tulogras, avec des produits pharmaceutiques qui vont faire que la peau va cicatriser. Ça s'appelle diriger. Donc il n'y a pas de greffe au fait. Après, tout ce qui est thérapie par pression négative, le VAC, etc., ça peut être une forme aussi de cicatrisation dirigée, mais c'est un petit peu différent. Cicatrisation dirigée, c'est vraiment tous les topiques pharmaceutiques qu'on utilise pour fermer la peau. Vous vous rappelez du schéma avec les différentes couches de brûlure? Donc pour la brûlure du 3e degré, c'était le dernier schéma où on voyait que l'épiderme et le derme étaient complètement disparus, avaient complètement disparu. Donc dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas d'épidermisation possible. Donc il y a une nécessité de couvrir, de fermer la peau, de fermer cette lésion
par une greffe cutanée. Alors, une brûlure profonde comme ça, au fait, on n'a pas de douleur. Pourquoi il n'y a pas de douleur quand c'est très profond? C'est ça. Les terminaisons nerveuses, toutes les cellules sensitives, etc. sont brûlées. Alors, quelquefois, on pense que la brûlure n'est pas grave quand on regarde visuellement, parce qu'il y a cet aspect un peu blanchâtre. Mais au fait, à l'inverse de ce qu'on croit, quand une brûlure, quand vous avez la peau qui est blanche, au fait, elle est complètement morte, il n'y a plus de vascularisation, donc c'est une brûlure qui est grave. Une brûlure qui est rouge et qui est bien vive, qui a un aspect vif, c'est moins grave. On voit là sur le schéma, tout ce qui est blanc et jaune, là, ben, c'est vraiment du profond. Et sur la main de l'enfant aussi, les zones noirâtres et blanches, c'est très profond, à l'inverse des dernières pulpes des doigts, là, c'est plus superficiel comparé à l'index et au majeur. Donc il y a différentes façons de couvrir la peau. Les greffes cutanées. Donc quand on effectue, on va le voir juste après dans les diapos, un peu plus en détail, hein, on prélève la peau sur le patient, hein, ça s'appelle une autogreffe. Quand on utilise des banques de tissus avec des patients décédés, on appelle ça allogreffe ou homogreffe. Et effectivement, vous en doutez, il y a un rejet. Les xénogreffes, c'est prélevé sur l'animal et souvent sur le porc ou sur les grenouilles, etc. Et comme moyen de couverture cutanée, on utilise également des substituts dermiques. On va le voir dans la diapo juste après, qui s'appellent Matriderm, Integra ou Nevelia. Je vais vous expliquer juste après. Donc autogreffe sur le patient, allogreffe sur un humain décédé en banque de tissu, xénogreffe l'animal et les substituts cutanés. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, une couverture temporaire, à votre avis, à quoi servent justement cette peau prise dans les banques de tissu, ces xénogreffes? À quoi est-ce qu'elles vont nous servir chez un patient grand brûlé? Oui, ça va aussi, ça va faire au fait une couverture temporaire. Ça va avoir le rôle un petit peu de pansement. Ça va permettre d'éviter les infections, voilà, de couvrir, surtout quand ce sont des grands brûlés, une grande surface corporelle et qu'on n'a pas assez de zone donneuse pour couvrir immédiatement le patient. Donc ça sert un petit peu, si vous voulez, de pansement provisoire. Oui, après ça se délite tout seul, ça tombe. On a aussi ce qu'on appelle la technique en sandwich. Ils peuvent greffer avec la peau du patient. Et c'est ça. Ils posent dessus des greffes homogreffes ou xénogreffes pour essayer de bien plaquer la peau, également essayer d'éviter les infections. Pourquoi ils mettent pas de pansement tout simplement? Parce que c'est brûlure trop profonde et que ça n'aurait pas l'action escomptée. Il faut s'imaginer des fois que les patients sont brûlés à 80-90%. Donc et cet effet-là, le fait de mettre des cellules dermiques sur les zones vont aussi permettre un petit peu pas de régénérer le milieu, mais de maintenir le milieu pour avoir un bon sous-sol, pour pouvoir greffer après au fait. Si on met juste des simples pansements, on aura un sous-sol qui ne sera pas aussi bon pour que l'autogreffe prenne après. Donc ils utilisent cette technique-là au fait. Mais du coup, quand vous dites rejet, on ne pourrait pas le laisser Il le- en donnant des Ça ne serait pas ce serait pas efficace parce que le but quand même c'est que le patient soit greffé le plus rapidement possible, qu'il soit épidermisé et cicatrisé le plus rapidement possible au fait. Dans un premier temps, c'est efficace parce que ça va éviter les infections, etc. Mais après, le but c'est que le patient soit couvert et qu'il cicatrise le plus rapidement possible. Il n'y a que les
qui sont... Dure dans le temps. Les autres, c'est que des adjuvants traitements, on va dire. Oui. Après, allogreffe, c'est la banque de tissu hein, aussi. Hein. Elle va pas prendre la greffe, il va y avoir un rejet aussi hein, sur l'allogreffe. Hein. Mais pourtant, on vient par exemple sur la cuisse ou sur la cuisse. Alors, c'est pas pareil, c'est l'autogreffe, ça. Ah oui, oui, je pense. Oui. Alors, les substituts dermiques, on en voit quand même pas mal. Hein. Donc, les substituts dermiques, ils permettent, justement, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une bonne qualité de sous-sol. Donc, permettent au fait de régénérer en quelque sorte, mais pas complètement, hein, mais le derme. Et donc, au fait, c'est constitué à base de collagène bovin ou porcin, recouvert d'une membrane de silicone. On le voit bien là au niveau de l'orteil, on voit la membrane de silicone. Donc, ces substituts dermiques comme l'Integra c'est le plus courant. C'est donc une chirurgie en 2 temps et sont mis en place pendant 21 jours. Ensuite, ils enlèvent le feuillet de silicone et ils vont à ce moment-là faire une autogreffe avec une greffe de peau mince sur le patient. Donc ça, l'Integra, on l'utilise également lorsqu'il y a de très grandes surfaces brûlées et qu'on n'a pas de place ou pas de zone donneuse. Donc ils mettent ça en attendant. On l'utilise également dans la chirurgie des séquelles. Et il existe également des substituts dermiques, hein, même principe, hein, du collagène bovin, mais où on va greffer dans le même temps. Donc là, la chirurgie ne sera qu'en un seul temps. Et le plus courant, c'est le matriderme single layer seule couche. Donc ils mettent le matriderme pour régénérer le derme et ils greffent dans le même temps chirurgical, au fait, si vous voulez. Donc nous en rééducation, vous voyez sur la photo on voit c'est du matriderme hein, sur la face dorsale de la main. En tant que rééducateur, on a une expérience quand les patients sont greffés avec du matriderme, la qualité cicatricielle après est de meilleure qualité. C'est-à-dire que la peau va être un peu plus élastique si elle a été greffée avec du matriderme. Le fait que ce sous-sol ait été un peu régénéré par le substitut dermique, par le matriderme, on a à la fin une peau qui est moins rigide, une cicatrice qui est moins rigide et on a une meilleure qualité de cicatrisation. Il utilise le matriderme aussi pour greffer au niveau du front, au niveau du visage. Ça se voit pas mal. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, greffe autologue, autogreffe. Donc c'est prélevé sur le patient. Hein. Vous voyez, j'ai noté couverture définitive. Hein. C'est un site de prélèvement donc sur le cuir chevelu ou sur les membres inférieurs. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo en bas à gauche. Hein. Là. Au fait, il y a des rectangles et ça, ce sont des sites de prélèvement de greffe. Donc souvent, le plus souvent, c'est sur la face antérieure des cuisses. Chez l'enfant, par contre, c'est sur le scalp, sur le crâne, sur le cuir chevelu. Donc une greffe autologue, on a aussi ce qu'on appelle des greffes de peau pleine ou des greffes de peau continue. Ça, ce sont des greffes qui ne sont pas expansées. Et greffe de peau mince, donc c'est l'épiderme plus une partie du derme mais superficielle. Donc au niveau de la membrane basale. Donc vous savez ce que c'est un dermatome ou pas? Parce que, voilà, c'est noté prélèvement au dermatome, c'est un peu, c'est comme une râpe un petit peu. Donc le chirurgien va faire ces espèces de rectangles, il va prélever donc l'épiderme, la peau superficielle, hein, et il va mettre en place la greffe. Donc il peut l'expanser et la mettre dans une sorte de moulinette, faire une greffe expansée. Et ces sites de prélèvement de greffe doivent avoir à peu près le même traitement qu'une brûlure, puisque l'épiderme est prélevé et que ça fait une brûlure superficielle. Sauf que ce sera régénéré un peu plus rapidement, c'est-à-dire un site de prélèvement, il va mettre 6 à 8 mois pour retrouver une couleur normale. Il n'aura pas le temps de maturation de 24 mois comme pour une brûlure classique.
sais pas si vous voyez sur la cuisse, on voit les petits croisillons aussi. Donc ça, c'est une peau expansée, hein. Par contre, sur la face dorsale de la main, c'est une greffe de peau pleine. Donc pour couvrir des zones également un petit peu difficiles, il y a ce qu'on appelle des lambeaux. Donc il y a des lambeaux de retournement, des lambeaux locaux régionaux, il y a tout type de lambeaux. C'est assez à la mode actuellement, on en voit pas mal, hein. Ils peuvent servir à couvrir des pertes de substances. On en voit énormément lors des accidents de la voie publique. Quand il y a des pertes de substances au niveau des membres inférieurs associés à des fractures, le chirurgien va faire un lambeau. Et après, il y a tout ce travail de reconstruction vasculaire où le chirurgien doit rebrancher les artères, les veines. C'est très délicat au départ à surveiller une cicatrisation de lambeau parce que le lambeau peut nécroser très rapidement et très facilement. Donc il y a beaucoup plus de risques de complications avec les lambeaux. Donc quelques exemples. Donc là c'est essentiellement, les deux premières photos, ce sont des pertes de substances avec des accidents de la voie publique. Vous voyez sur la face externe de la cheville. Donc le chirurgien a pris au niveau du mollet. Il a retourné, il a mis le lambeau au niveau de la malléole externe là. Et après il va couvrir la zone donneuse par une greffe. Sur la photo du milieu, c'était un traumatisme au niveau du coude. Donc il a pris dans le gros du bras et il a retourné pour couvrir l'articulation. Et sur la dernière photo, je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie, c'est un kyste sacro-coccygien. C'est assez fréquent. Vous connaissez ou pas? Oui? Alors c'est un petit peu apparenté à la maladie de Verneuil. Vous connaissez la maladie de Verneuil ou pas? Non? Ça c'est quelque chose que ce serait bien si vous pouviez vous documenter sur la maladie de Verneuil. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. En fait c'est une maladie inflammatoire et chronique de la peau qui touche essentiellement les glandes sudoripares, qui touche les aisselles, les plis inguinaux et les plis fessiers. On en a énormément à la clinique. Nous, évidemment, on a les formes les plus graves et le chirurgien va traiter ça par une excision profonde et par une couverture par lambeau. Donc, en fait, c'est une pathologie qui forme des kystes, des abcès qui vont suppurer. Donc, c'est vraiment une maladie du derme. Et c'est très, très handicapant pour le patient. Et donc c'est bon à savoir parce qu'il y a des patients qui gardent ça pendant des années, qui n'ont aucun diagnostic de posé. Et si on peut les orienter vers les bons services, donc actuellement c'est le CHU de Montpellier et CHU de Toulouse qui sont au point sur cette pathologie. Donc maladie de Verneuil ou hydrosadénite suppurée. Donc ce serait bien que vous puissiez vous renseigner là-dessus. Donc en gros, la cicatrisation, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on parle toujours de cicatrisation, etc. Donc il ne faut pas confondre au fait l'épidermisation. Hein. L'épidermisation, c'est quand la peau va être fermée, va être complètement épidermisée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de plaies. Et la cicatrisation, c'est cette fameuse courbe avec la fin de la maturation cicatricielle qui dure 24 mois. Donc la plaie va rompre la barrière. Et la cicatrice répare la barrière. Alors vous voyez que la barrière est réparée de manière anarchique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hypertrophies, des rétractions, que les cellules ne seront plus mises dans le bon ordre mais enchevêtrées et qu'une cicatrice est toujours peut poser problème, hein, puisqu'il y a des problèmes au niveau des fibres de collagène, les fibres élastines, etc. qui sont en partie détruites. Donc on n'aura plus la même qualité de peau que précédemment. On a pas mal de patients aussi avec des plaies chroniques. Des cicatrices rétractiles forcément et des cicatrices hypertrophiques où c'est vraiment une cicatrice qui va dépasser l'épaisseur normale de l'épiderme et qui va former un relief. Donc il ne faut pas confondre la cicatrice hypertrophique avec la kéloïde, hein, puisque la kéloïde est une conséquence, on va dire, est vraiment une cicatrice
pathologique qui va former des reliefs qui vont largement dépasser les bords de la peau saine, hein, et dont le traitement sera chirurgical. Les hypertrophies, on peut les traiter par de la compression, l'adjonction à la compression. Voilà, la kéloïde, c'est chirurgical et il y a des risques de récidive. Donc il ne faut pas faire l'erreur de nommer toujours une cicatrice épaisse kéloïde. Elle ne s'appelle pas toute kéloïde, c'est différent. J'en avais déjà parlé lors des TD. On a pas mal de plaies chroniques avec des ostéites, c'est très très fréquent. Les patients qui se négligent, qui ont une petite plaie à la cheville ou des personnes âgées. Et au final, on a beaucoup d'ostéites avec des infections au niveau des os, quelquefois des amputations, parce que les patients ne se soignent pas correctement. Donc une plaie chronique, il faut aussi la prendre au sérieux et essayer d'adresser le patient dans un service spécialisé. Ça va pour tout le monde tout ça? C'est un peu schématique, mais ça peut faire un pense-bête voilà, pour faire la différence entre les différentes cicatrices. Donc la rééducation du patient brûlé, hein, la base, hein, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, on le reverra encore, c'est vraiment d'effectuer des bilans. Et le premier bilan qu'on va effectuer, c'est bien sûr le test de vitropression, mais également mesurer le facteur temps. Donc ce sera d'abord un bilan visuel. Hein. Le test de vitropression, vous le connaissez, hein, je crois. On va en reparler dans la diapo d'après. Un bilan visuel et après on effectuera également le bilan dynamique. Puisque je le disais lors du TD sur les visages, je n'ai pas encore eu tout le monde, mais on finira demain. Le visage, par exemple, brûlé au centre de la photo. Bon, là, vous vous dites qu'il n'y a pas de rétraction, il n'y a rien d'anormal, mais si la patiente ouvre la bouche, on va avoir une asymétrie buccale, on va avoir une attraction au niveau des yeux, au niveau des sillons nasogéniens, etc. Donc d'abord, il y a les bilans spécifiques, on observe la peau, on demande le facteur temps, je vous le redirai quand on sera sur la courbe de l'inflammation, et surtout, la rééducation, c'est en fonction de cette maturation cicatricielle. Je ne vais pas faire les mêmes manœuvres de rééducation si je suis à 6 mois post-cicatrice que si je suis à 1 an post-cicatrice. Donc 3 choses, test de vitro, observer facteur temps, même 4, en fonction de la maturation cicatricielle. Donc on le disait tout à l'heure avec ces fameuses couvertures cutanées temporaires, hein, au fait le but c'est vraiment l'épidermisation rapide, le plus rapidement possible. Plus le patient va tarder à être épidermisé, plus on va avoir des rétractions cutanées, des séquelles au niveau de la mobilité, au niveau articulaire, etc. S'il épidermise rapidement, on aura une meilleure qualité cicatricielle. C'est la base. C'est pour ça que si le patient n'est pas épidermisé en 3 semaines, le chirurgien va greffer. Donc bien sûr, les autres objectifs principaux, ce sera de retrouver les fonctions articulaires, musculaires, de contrôler également la respiration s'il y a eu une brûlure par inhalation, de lutter contre tout ce qui est rétraction, de lutter contre l'hypertrophie cicatricielle, là ça on le verra par rapport à la compression. Donc essayer par tous les appareillages, que ce soit les appareillages rigides, souples, etc., de minorer les séquelles esthétiques. Hein. Si on ne traite pas une cicatrice, si on ne fait rien, ben, esthétiquement ça va être catastrophique. Vous pouvez regarder sur internet des brûlures dans les pays qui n'ont pas nos moyens médicaux pour se soigner. Ça entraîne vraiment des déformations au niveau des articulations, des luxations, vraiment des choses importantes. On ne se rend pas compte de la force que peut avoir une rétraction cutanée. On fait pas mal aussi de prévention et d'éducation thérapeutique avec nos patients, puisque vous le verrez, tout ce qui est excès en boisson, en sport, en tout, va majorer cette inflammation et va donc majorer les conséquences et les cicatrisations, les cicatrices pathologiques. Donc en tant que kinésithérapeute, qu'est-ce qui va se passer?
Donc on ne mobilisera pas un membre greffé avant 8 jours. On attend quand même que la greffe soit un petit peu intégrée, on ne veut pas la liser, on ne veut pas l'abîmer. Mais il y aura des mobilisations qui seront précoces et posturantes. Donc dans le sens précoce, c'est-à-dire que même lorsque le patient aura encore des pansements en nécessaire, on commencera déjà à mobiliser en effectuant des prises larges avec les mains, en allant voir en salle de pansement où se trouvent les lésions, à quel endroit on peut placer nos mains. On fera toujours des mobilisations lentes. Donc au départ, on peut faire de l'actif aidé, on peut vraiment faire de manière globale et beaucoup de postures. On ne fera jamais, on voit souvent à l'hôpital le kinésithérapeute qui donne une balle en mousse au patient brûlé des mains et le patient effectue des mouvements rapides et répétés. Et au fait, c'est complètement contre-indiqué dans le cas de la brûlure puisqu'on va stimuler cette inflammation cutanée et qu'on peut donc favoriser les rétractions, vraiment augmenter cette inflammation et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas au fait. C'est pour ça qu'on dit toujours démobilisation posturante. Alors ça paraît un peu bizarre, hein, mobilisation posturante. Voilà, c'est mobilisation lente, on étire en capacité cutanée maximale et on récupère tout ce qui est articulaire chez le patient. Donc les bilans, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? Il en manque un là-dedans, je ne sais pas si vous le trouvez, il en manque un. Dans les bilans classiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut faire ça. Une fois qu'il est cicatrisé, on peut faire une inspection, la palpation, voir quel type de tissu on a, s'il est rétracté, s'il est hypertrophique. Oui. C'est ça. Il manque le bilan sensitif. Donc vous l'avez vu quand on a parlé des différentes couches, hein, l'épiderme, c'est un rôle de... Voilà, avec les cellules de la sensation, les mécanorécepteurs, etc. Vous imaginez bien que si tout ça est altéré, la sensibilité au départ ne sera pas la même. Hein. La sensibilité au toucher, mais aussi la sensibilité au chaud, au froid. Il faut se méfier. Donc on fera les bilans classiques, bien sûr, de la douleur, articulaire, musculaire, fonctionnelle, à la palpation, spirométrique et sensitif. Donc ça, c'est les bilans classiques, hein. Vous les connaissez. Et après, il y a ce qu'on appelle les bilans spécifiques à la brûlure, qu'on peut nommer les bilans cutanés. Ok, donc deux catégories, bilan kiné classique et bilan spécifique à la brûlure, les bilans cutanés. Donc nous, on travaille pas mal avec les photos. Donc on fait un bilan iconographique à l'entrée du patient, en milieu de séjour et à la fin. Donc comme ça, on peut vraiment voir l'évolution des lésions, l'évolution cutanée, l'évolution de la maturation cicatricielle. Bien sûr, le test de vitropression, c'est systématique. Hein. Je vous invite, dès que vous avez une cicatrice, dès que vous voyez une lésion cutanée qui est épidermisée, bien sûr, de réaliser le test de vitropression. Donc plus vite la peau se recolore, plus la peau est inflammatoire. Donc c'est une façon en fait de quantifier, de mesurer l'inflammation cutanée. Donc si vous appuyez que la peau se recolore immédiatement, vous saurez qu'il faut être très prudent au niveau de vos manœuvres cutanées et que la peau est très inflammatoire. Plus on est proche de 3 secondes, plus on pourra être un peu plus agressif au niveau des manœuvres. Donc, comme bilan spécifique, bilan cutané, on a également le bilan POSAS. Donc, POSAS, c'est une double échelle rééducateur-patient. Donc, une partie où c'est le rééducateur qui, justement, va effectuer un bilan palpatoire, une inspection et qui va coter, selon différents items, la qualité de la cicatrice. Et de l'autre, ça va être le patient qui va répondre à différentes questions. On le voit peut-être juste après. La cicatrice est-elle douloureuse ces dernières semaines? La couleur de la cicatrice est-elle différente pour vous? Voilà, l'épaisseur de la cicatrice est-elle
est-elle différente de la peau? La cicatrice est-elle plus irrégulière? Donc c'est le patient qui va répondre à des questions. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au départ, le patient est très très négatif. Donc tout est laid, bien sûr. La cicatrice est très épaisse, ils sont défigurés, voilà, ils sont très négatifs. Et au fil des semaines, hein, quand on leur apprend à regarder leur cicatrice, à se prendre en charge, à la traiter, quand ils ont déjà eu un traitement par compression, des attelles, on voit que la cicatrice s'améliore. Donc nous, on a l'habitude, on le voit, mais eux, au départ, ils ne le voient pas du tout. Donc ce bilan POSAS permet vraiment de voir à la fin, à la sortie, qu'ils ont enfin compris qu'ils voient leur cicatrice différemment. Alors l'échelle de Vancouver, c'est à peu près, il y a des items qui sont similaires au bilan POSAS. C'est une échelle qui est validée. Donc elle va interroger l'inflammation, l'extensibilité, la souplesse, la couleur et l'épaisseur. Et la note globale est de 0 à 13. C'est un test qui est quand même assez rapide, hein, et qui peut nous donner, avec cette note globale, qui peut nous permettre de semaine en semaine de voir s'il y a une évolution au niveau de la peau. Donc ce bilan, nous, on le fait tous les 15 jours. On ne le fait pas toutes les semaines. Et POSAS aussi, on le fait tous les 15 jours. Donc le test de vitro, je vous l'ai expliqué, vous le connaissez. Donc j'avais une vidéo, mais là elle ne passe pas, ma vidéo. Donc qui permet également, au test de vitropression est associé également le facteur temps. C'est-à-dire qu'on va demander la date de la brûlure, on va demander la date de la cicatrice et l'origine et la date de la cicatrice. Voilà, il ne faut jamais oublier le facteur temps. Alors, si vous devez retenir quelque chose, je vous demanderai de retenir ce schéma-là, puisque ça permet de comprendre vraiment la phase d'inflammation cicatricielle et la phase surtout de maturation cicatricielle. Donc quand vous prenez en charge un patient brûlé ou même une cicatrice, hein, elle va, traumatique ou chirurgicale, elle va évoluer sur un an et demi maximum, mais elle vous permettra quand même de vous situer à peu près pour savoir si vous pouvez être un peu plus intensif dans vos traitements ou pas. Donc on demande la date de l'accident, pas la date de la greffe, pas la date de la couverture cutanée. C'est vraiment la date. On est à J0 et on sait que 6 à 8 semaines après la date de cet accident, on va avoir un pic inflammatoire. C'est physiologique, c'est comme ça chez tous les brûlés. À ce pic inflammatoire va être associé souvent des démangeaisons, des douleurs. Le patient va être très très inconfortable. Et ce pic inflammatoire, cette phase inflammatoire, va durer pendant environ 6 à 8 mois où elle va être très intense. Ensuite, elle va commencer à décroître jusqu'à 18 mois ou 24 mois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fin de la maturation cicatricielle, c'est 24 mois. Donc vous comprenez bien qu'il est important de demander à vos patients depuis quand ils sont brûlés. S'ils vous disent ça fait 2 mois, il est très rouge, on va rester très prudent. Pas de friction, pas de mouvements répétitifs, pas d'activité sportive intense prolongée, ou sinon ce patient va rester très inflammatoire, très rouge et pourra développer des cicatrices pathologiques assez importantes et assez rapides. Je vous montrerai sur la dernière diapo 2 jeunes patients qui ont eu des manœuvres un peu intempestives et prolongées chez un kinésithérapeute libéral et qui ont vraiment eu des cicatrices hypertrophiques et très inflammatoires. Alors ça n'apparaît pas sur le schéma, mais quand on est en haut du pic inflammatoire et pendant les 6 à 8 mois, là, il y a un peu encore des pics. Un jour, le patient va encore être plus rouge, un jour, il va être un peu moins rouge.
quels sont les facteurs qui favorisent l'inflammation, la majoration de l'inflammation cutanée? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on peut être plus rouge et pas l'autre? Quels sont les facteurs hygiéno-diététiques par exemple ou autres de la vie courante qui font qu'on peut être plus inflammatoire un jour et pas l'autre? Oui, l'alimentation, donc tout ce qui est épicé, tout ce qui est caféine, tout ce qui est en excès au fait, peut favoriser cette inflammation cutanée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc du coup, pas d'activité physique prolongée, pas de footing. Donc ça pose problème hein, pour nos jeunes patients ou patientes qui sont sportifs. Pas d'activité physique prolongée, c'est compliqué. Pardon. Donc en fait, quand on est brûlé, on peut vivre normalement, on peut tout faire, mais jamais en excès. Donc pas trop de café, pas trop de caféine, pas trop de cigarettes, pas trop d'alcool, pas trop épicé, pas trop de sport. Voilà. Comment? Oui. Et ça pendant voilà, presque une bonne année. Hein. Le temps que l'inflammation cutanée commence à décroître, c'est bien une bonne année. Donc tout ça, ce sont des conseils, des choses qui doivent vous alerter dans votre future profession. Si vous voyez que les patients sont très inflammatoires, il faut les questionner. Il y en a qui ne portent pas les vêtements compressifs non plus. Et ça ne permet pas de traiter l'inflammation cicatricielle correctement. Donc ce schéma, il faut vraiment l'avoir en tête. Ok, ça vous permettra vraiment de planifier votre plan de soins et de savoir un peu où vous en êtes, et ce que vous pouvez faire comme manœuvre. Parce qu'on va rentrer un petit peu plus en détail dans la rééducation juste après. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut récupérer les amplitudes articulaires. On essaye de lever les patients de manière précoce, surtout les personnes âgées. Donc débuter l'hémobie douce, je vous l'ai dit, sauf sur les zones greffées, on attend au moins que la greffe ait 8 jours à J plus 8. Et beaucoup d'installations posturales. Donc on a aussi pas mal d'ergothérapeutes sur la clinique qui vont aller mettre des coussins ou posturer le patient au niveau du lit pour vraiment mettre la peau en capacité cutanée, en étirement cutané maximal. Si on laisse un patient brûlé en flexion sans étirer la peau, on va avoir des rétractions cutanées qui vont se mettre en place. Si un patient est brûlé au niveau du cou, on va lui retirer l'oreiller parce que sinon il risque de rétracter en flexion. S'ils sont brûlés au niveau des creux axillaires, on mettra un coussin d'abduction. Il faut vraiment penser que si on n'agit pas, ça va rétracter, on va perdre en mobilité et on va avoir beaucoup de difficultés à récupérer les amplitudes articulaires. Donc installation au lit et au fauteuil roulant aussi en capacité cutanée maximale. Mais on ne rééduque pas le brûlé non plus sans appareillage. Donc on réalise beaucoup d'appareillage au niveau des mains. Quand on a des brûlures au niveau de la face dorsale des mains, le patient va avoir beaucoup de mal à exécuter une fermeture de la main. Donc on positionne les patients à 90 degrés de flexion. On effectue des plâtres, on va le voir juste après également. Si on ne fait rien, c'est catastrophique. Donc ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Donc on va aussi lutter contre l'œdème. Vous le verrez sur une diapo un peu plus loin, on réalise des bandages élasto-cohésifs. On essaye de rendre l'autonomie au patient le plus rapidement possible. Je vous l'ai dit, on récupère les articulations avec une mise en capacité cutanée maximale et également des appareillages. Vous voyez, je me répète, mes travails musculaires et de tonification à vitesse lente et sortir le patient de son état figé. Alors, sur la diapo de gauche, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Cette personne qui est brûlée au niveau du visage et au niveau de la face antérieure du cou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, elle a du mal à réaliser une extension.
Alors, il y a encore au moins 3 choses à dire, au moins 2 choses, oui. Tout à fait. Alors, ce menton, elle n'a plus l'angle. Ça s'appelle l'angle cervico-mentonnier. Donc, il a disparu. Pourquoi? Parce que la peau rétracte. Et donc, à ce moment-là, on est obligé d'effectuer des appareillages. Ça s'appelle des minerves. Et aussi de mettre en place des collets cervicaux pour venir plaquer et essayer de récupérer cet angle. Il y a encore autre chose qu'on peut voir. Bon, on ne le voit peut-être pas parce que là, elle effectue une extension du cou. Mais certains patients brûlés au niveau du cou n'ont plus l'horizontalité du regard. Donc tout ça, si on ne fait rien, ben, cette dame, elle va se retrouver comme ça. Et elle va perdre complètement la mobilité au niveau du cou. Et s'il n'y a pas de rééducation, il y a de la chirurgie. Par contre, après la chirurgie, il y a appareillage et rééducation. Certains patients pensent que puisqu'ils se font opérer de séquelles de brûlure, qu'ils se font regreffer, etc., que c'est bon, il n'y a plus besoin de vêtements compressifs, il n'y a plus besoin d'appareillage, mais en fait c'est faux. Toute nouvelle intervention chirurgicale, nouvelle greffe nécessitera de l'appareillage et le traitement classique des brûlures. Vous voyez aussi les conséquences esthétiques sur la photo de droite où la patiente effectue une rotation et on voit l'attraction au niveau de l'œil et au niveau de la région cervicale. Voilà, vous pouvez comme ça un peu vous rendre compte de la force que peut avoir la peau, la rétraction cutanée si on n'agit pas rapidement, si on n'est pas au courant qu'on doit agir. Il y a beaucoup de conséquences esthétiques et fonctionnelles. Donc lutter contre l'œdème, là vous le voyez, on est en salle de pansement de manière précoce, hein, sur les pansements. On lutte déjà contre l'œdème et on commence à comprimer sur les pansements, donc au niveau des membranes avec les bandes biflex que vous connaissez. Ça, ce sont les fameux bandages qu'on appelle, bon, ce sont des marques, hein, bandages Aftelast ou Gazofix. Ce sont des bandelettes élasto-cohésives, c'est beaucoup plus fin que l'élastoplast ou d'autres bandages. Hein. Et donc c'est le kinésithérapeute qui réalise ce bandage sur le pansement ou à la fin de l'épidermisation, lorsqu'on ne peut pas encore mettre en place des gants standards de compression, des gants provisoires on appelle ça, mais ce sont des gants standards qu'on commande chez Tuasne. La peau est quelquefois trop fragile pour qu'on puisse enfiler le gant, enlever le gant. Donc on réalise ces bandelettes et elles nous permettent d'avoir une compression déjà précoce et de lutter contre l'œdème. Quand vous avez une main œdémaciée, c'est compliqué de récupérer les amplitudes articulaires. Donc il vaut mieux diminuer l'œdème rapidement pour récupérer rapidement les amplitudes articulaires. Donc ça, ce sont des exemples voilà, tout bêtes de dispositifs standards dans le commerce. Mais vous voyez le patient sur la photo du milieu, ben, il avait des bandages élasto-cohésifs et il avait cette attelle que nous on appelle attelle de Chessington. Et après les adaptations fauteuil, ça c'est un peu classique, c'est un peu logique. Hein. Donc les mobilisations précoces, donc c'est pas n'importe quelle mobilisation. Je ne sais pas si vous voyez. La main du kiné là, la main du kiné là, et je ne sais pas si on voit très bien là. En fait, il y a une bride. Donc une bride, c'est un cordon fibreux en formation, donc c'est vraiment une rétraction cutanée. Et ces mobilisations sont posturants, donc le kiné va maintenir, mais l'importance des deux mains, c'est qu'il va venir plaquer et faire un contre-appui manuel aux deux endroits du cordon fibreux. Si la kiné bouge juste le bras comme ça, on ne va pas être efficace. Il faut vraiment venir appuyer en dessous pour étirer la peau en capacité cutanée maximale. Sinon, on n'a aucune efficacité. Et vous sentirez dans vos mains la rétraction cutanée. On dit qu'il faut rester infradouloureux, mais il faut quand même y aller un petit peu en force, parce que sinon on n'est pas efficace et on ne gagnera pas au niveau articulaire si on n'étire pas la peau. Ce sera impossible. La plupart du temps, dans 80% du temps, on arrive à gagner toutes les amplitudes articulaires au niveau axillaire, même quand il y a des brides.
que ce soit sur le pilier antérieur ou postérieur, mais il faut vraiment effectuer un contre-appui manuel avec les mobilantes et posturantes. Ok? Oui. En fait, vous dites qu'il faut appuyer sur le corps de la bride. Sur les deux points d'ancrage. D'accord, mais oui, au milieu. Au milieu, non. Voilà. Après, avec des prises larges, on prend quasi toute la bride, mais c'est vraiment les deux points d'ancrage. Il faut vraiment étirer. On est plus efficace en traitant les points d'ancrage aussi au niveau du massage manuel ou mécanique avec le LPG. Quand on traite vraiment les deux points, la bride se lâche beaucoup plus facilement. Donc là, encore une fois, vous voyez les mains. Vous voyez encore cette bride, elle vient plaquer là, elle vient plaquer là. Vous voyez les prises larges, elle tire en capacité cutanée maximale et elle pose la tête du patient contre elle et elle va venir se poser et s'étirer quelques secondes. Ok? Elle fera la même chose en inclinaison. On peut associer inclinaison, rotation. On vient vraiment étirer en étirement cutané maximal. Donc souvent, vous voyez, la patiente est assise. On peut les faire en couché dorsal, mais le fait de bien poser la tête du patient contre nous, on arrive à mieux étirer la peau. Et comme ces patients portent beaucoup d'appareillage, des colliers cervicaux, etc., toute la région cervicale est démusclée. Donc souvent, on termine la séance par des petits exercices d'auto-agrandissement, d'exercices au niveau de la ceinture scapulaire, des stabilisations rythmées au niveau de la tête, parce que justement, ils se démusclent et après, ils ont des douleurs cervicales. Donc c'est pour ça que généralement, les kinés font les mobiles en position assise. Donc vous voyez sur la photo du milieu que même lorsque l'épidermisation n'est pas acquise, on voit encore les pansements, etc., on commence à mobiliser et on fait aussi des mobilisations dans les salles de pansement. Donc cette jeune fille, elle avait aussi une rétraction au niveau de l'angle cervico-mentonnier. Donc là vous voyez un exemple de Minerve. Mais vous voyez cet appareillage, il descend aussi un petit peu au niveau du sillon intermammaire, puisqu'elle avait une cicatrice hypertrophique à cet endroit-là. Donc on parle de cicatrisation en meilleure position possible. Donc ce sont des appareillages de positionnement. Tout à l'heure, je vous parlais d'une brûlure de la face dorsale de la main. Vous voyez que sur cette photo, la main n'est probablement pas épidermisée. Là, le bandage gazofixe et là une orthèse qu'on appelle intrinsèque plus, c'est-à-dire qu'on essaye de positionner les métacarpophalangènes à 90 degrés de flexion. On essaye, on ne les a pas d'emblée. Hein. Donc on va souvent remouler les attelles de semaine en semaine. Donc c'est vraiment cette notion de capital cutané, de gain au niveau de la souplesse cutanée. C'est notre bataille quotidienne, c'est vraiment de récupérer et de lutter contre toutes ces rétractions cutanées. Sinon le patient reste handicapé, voilà, on peut rien récupérer. Donc on fait aussi des postures au plateau canadien. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos stages. Donc les postures sont maintenues 20 minutes. Donc là c'était une brûlure palmaire puisqu'on étire en extension. Mais on fait beaucoup de postures en enroulement. Dans le cas de brûlure de la face dorsale des mains. Et une fois qu'on a obtenu l'enroulement complet, on associe en plus une flexion du poignet pour de nouveau étirer en capacité cutanée maximale. Donc les premiers plateaux canadiens, c'est le poignet à 0 degré de flexion. On gagne notre enroulement. Une fois qu'on a l'enroulement complet, on associe la flexion du poignet. Donc sur l'autre photo, c'était une brûlure de la face palmaire de l'enfant. Alors, c'est curieux, mais on plâtre beaucoup les patients brûlés. Ce sont vraiment des postures très efficaces. Alors, pourquoi est-ce qu'on les plâtre quand on n'arrive absolument pas à gagner au niveau articulaire? Le fait de les immobiliser plusieurs jours d'affilée
justement immobilisé, hein, je pèse mes mots, pas de mouvement, etc., on arrive à gagner au niveau articulaire. Je ne sais pas si vous voyez la photo en haut à droite, on a à peine 25-30 degrés de flexion d'AMP. Après plusieurs semaines de rééducation, impossible de gagner, de progresser au niveau articulaire. Donc à ce moment-là, on fait des plâtres successifs et on les met en bivalve pour la nuit, pour qu'il y ait comme une surveillance. Et on gagne comme ça petit à petit, pas à pas, nos articulations. Et c'est le combat contre la rétraction cutanée, c'est le combat pour gagner ces articulations. Et le plâtre nous aide énormément dans cette action. On plâtre aussi beaucoup les enfants au départ, avant de stabiliser les gains. Une fois qu'on a stabilisé les gains, on fera à ce moment-là des orthèses. Bon, ça c'est logique, hein, vous le savez bien. Alors, il arrive quand même qu'on ait des patients âgés qui sont brûlés. Il arrive qu'on ait des patients qui soient brûlés à 80% de la surface corporelle totale. Donc à ce moment-là, on ne peut pas les remettre debout tout de suite. Donc on passe par le plan incliné. Souvent par le plan incliné avant de les mettre debout dans les barres parallèles. Voilà, il y a tout ce travail, le kiné classique, hein, de mettre le patient assis au bord du lit, plan incliné, barres parallèles, etc. Ça c'est classique, je vous apprends rien du tout. Donc après, on a des patients également qui se brûlent, on l'a dit au départ, dans la cuisine, hein, des accidents domestiques, etc. et qui ne peuvent absolument plus approcher la gazinière, qui ne peuvent plus voir une casserole de près, qui sont rentrés à la maison, qui ont eu des crises d'angoisse, etc. Donc les ergothérapeutes effectuent ce qu'on appelle de la cuisine thérapeutique et essayent que les patients puissent à nouveau appréhender le chaud et se réintégrer dans la vie sociale. Ça paraît pas, mais c'est quelquefois bien compliqué. Donc, une notion aussi qui est importante, on dit aux patients de s'hydrater 2 fois par jour. Donc, avec une crème hydratante neutre, hypoallergénique, donc du Dexiril ou du lait d'avenne, etc. Si les patients n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent s'hydrater avec la Nivea classique. Mais on ne doit pas s'hydrater n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui vont faire des effleurages prolongés, qui vont vraiment masser les zones brûlées pour que la pommade puisse bien rentrer dans la peau, etc. C'est absolument contre-indiqué. Parce que si vous avez bien compris le message que j'essaye de vous faire passer depuis le départ, ces frictions-là vont augmenter le stade, le processus inflammatoire, les rougeurs, et vont entraîner une augmentation des démangeaisons, une augmentation de l'inflammation et une augmentation du risque d'obtenir des cicatrices pathologiques à la fin. Donc quand je vous parlais de ce schéma qu'il fallait retenir, c'est valable pour tout. Donc pas de friction, pas d'effleurage prolongé quand on hydrate un patient qui est sur la courbe de la phase inflammatoire. Quand vous serez vers la phase de maturation cicatricielle, si vous voulez faire des plis roulés, des massages confort prolongés chez un patient qui est presque au-delà des 24 mois ou qui est près des 24 mois, vous le faites. Mais si vous êtes de 2 mois à 12 mois, voilà, pas de friction prolongée, on fait attention, on est en haut de la courbe là et tout ce qu'on va pouvoir faire d'agressif ou quelque chose qui n'est pas adapté à cette peau qui est inflammatoire va entraîner des cicatrices pathologiques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit cette notion de test de vitropression, de facteur temps et d'inflammation cutanée, c'est la base de toute cicatrice, pas que des brûlures. Parce que vous allez peut-être dire les brûlés, on n'en verra jamais, etc. Mais détrompez-vous, vous allez voir tous les jours des patients avec des cicatrices. Donc on reste prudent de la même manière. Moins longtemps, mais de la même manière. Donc, une fois que l'épidermisation est acquise, une fois que la peau est fermée, que c'est cicatrisé,
Donc on leur enseigne justement cette hydratation cutanée, l'hygiène cutanée. Les patients ont peur quelquefois de passer les mains sous l'eau. Quand ils sont greffés, même quand ils sont greffés des deux côtés, on appelle ça des mains mixtes, hein, greffe face palmaire, greffe face dorsale. Ils ont cette crainte de passer les mains sous l'eau. Donc on passe quelquefois les premières séances à voilà, leur mettre le savon, leur montrer qu'ils peuvent, que la peau est fermée, que la barrière est à nouveau là et qu'ils peuvent passer les mains sous l'eau. Donc il y a un petit peu au départ d'éducation. Et ensuite on effectue aussi chez les patients brûlés des ultrasons. Alors des ultrasons pulsés, donc sans effet thermique, avec la tête avec l'embout de 3 MHz parce qu'on veut rester en superficiel. Et surtout, surtout, surtout avec la crème hydratante. Pourquoi à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le gel de contact classique pour faire les ultrasons? Personne ne sait? Au fait, le gel de contact classique, il est un peu salé. Et si on fait les ultrasons avec ce gel de contact classique, on va dessécher la peau et on va provoquer des démangeaisons et on va même stimuler la phase inflammatoire. Donc voilà, chez les patients brûlés, même si vous avez des cicatrices un peu élargies, prenez la crème hydratante pour effectuer vos ultrasons. Alors, toutes les crèmes hydratantes ne passent pas aux ultrasons. Le Dexeryl, il passe quelques minutes, mais après, il fait comme une émulsion, il ne passe plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. La Trixera, le Léocoldrim, etc. passe très bien aux ultrasons. La Roche-Posay, Neutrogena, voilà. Après, voilà, le patient peut venir avec sa crème hydratante, mais pensez à ça, surtout pas de gel de contact classique chez les patients brûlés. Donc, on leur propose aussi des cours de gymnastique collectif, mais posturante à vitesse lente. Voilà, je répète toujours à mes étudiants, la gymnastique épaule, c'est de manière tenue, voilà, pas rapide, on leur apprend à s'étirer, etc. Donc on va parler de la compression après. Donc c'est ce que je vous disais, au départ on accompagne le patient dans les soins d'hygiène. Hein. Donc l'hydratation cutanée, c'est un simple ferrage, on laisse rentrer après la crème dans la peau. Ce que je vous disais par rapport aux ultrasons, donc là vous voyez sur la photo, sur les deux photos là, la crème hydratante. Donc ils ont un but fibrolytique et anti-inflammatoire. Alors si vous voulez noter les réglages, c'est 3 MHz. Donc l'intensité c'est 3 watts ou 0,65 watts par centimètre carré. Voilà, donc on les commence, vous voyez, en phase inflammatoire quand l'épidermisation est acquise et que bien sûr l'épiderme peut supporter le passage de cet embout de la tête de l'ultrason. Hein. Ça va pour tout le monde? Oui? À votre avis, est-ce qu'on traite les sites de prélèvement de greffe? Alors, les sites de prélèvement de greffe, c'est uniquement une hydratation et la compression, c'est tout. Voilà, ça ne sert à rien d'aller faire des manœuvres dessus. Au bout de 6 mois, ça va être réglé. Il y a peut-être 1 ou 2% des patients brûlés qui développent, mais c'est très rare, j'en ai peut-être vu 3-4 dans ma carrière, des cicatrices hypertrophiques en pourtour des sites de prélèvement de greffe. À ce moment-là, on peut alors faire des écrasements, des ultrasons. Mais classiquement, un site de prélèvement, on hydrate, un short compressif pendant 6 mois et normalement la maturation cicatricielle s'effectue au bout de 6 mois sur les sites de prélèvement de greffe. Donc là, vous pouvez voir sur ce schéma encore des exemples de mobilisation posturante. Hein. Elles sont maintenues. Vous voyez à nouveau mon collègue qui cale la tête du patient contre son thorax. Et vous voyez la prise large de la main gauche qui vient vraiment empaumer la tête. Et avec la main droite, il vient à nouveau étirer. On le voit très très bien sur les photos. Et d'ailleurs, vous voyez là, vraiment le blanchiment cutané. Ça veut dire qu'on est efficace.
Donc on sent dans les mains, on étire au maximum, on observe le blanchiment cutané. Donc cette main-là tire, cette main-là tire et cette main-là, elle vient plaquer comme ça, ok, de manière verticale. Donc on tire, on plaque. Donc on fait ça en rotation, en inclinaison, je vous l'ai dit, en extension. Voilà, donc vous voyez d'autres exemples de rétraction cutanée, une diminution de l'ouverture buccale, on l'a vu en TD avec une microstomie. Je le verrai avec les autres demain pendant le TD. Encore des exemples pour vous prouver qu'on ne rééduque pas un patient brûlé sans appareillage. On l'a déjà vu, plateau conadien, orthèse, posture en mécanothérapie avec des poulies, posture 20 minutes, on les tient. Donc quand je vous disais tout à l'heure que lors de l'hydratation, on n'effectuait pas d'effleurage prolongé, on va même un peu plus loin, vous le verrez également dans certains articles de la littérature. Hein. Au terme de massage, au fait, on préfère le terme de mobilisation cutanée. Voilà, on n'utilise pas vrai, ou alors on utilise le terme massage manuel, mais il faut vraiment bien connaître les techniques, je vous les expliquerai. Mais on parle de mobilisation cutanée. Pourquoi? Parce qu'on va venir effectuer des plis statiques, des étirements, etc., mais pas de friction. On ne va jamais venir frotter, ni de manière pulpaire, ni avec la main. Voilà. Tant qu'on est sur cette phase inflammatoire, après, on fait ce qu'on veut, mais pas de friction. Voilà, donc on parle également de massage manuel et instrumental. Donc vous verrez que les massages LPG, au départ, ce sont vraiment des séances courtes, toujours de manière séquentielle. Uniquement si le test de vitropression est supérieur à 1 seconde 2, 1 seconde 4, c'est mieux. Et si la peau rougit, on arrête immédiatement les manœuvres. Donc, je vous l'ai dit, mobi cutané, pas de friction, respect de la fragilité cutanée en fonction du stade inflammatoire. Donc, on dose bien sûr l'intensité, la fréquence et la durée de la séance. Alors ça, c'est un peu compliqué quand on est en cabinet libéral parce que, voilà, si on doit interrompre la séance au bout de 5 minutes, c'est un peu compliqué et pourtant, il faut expliquer aux patients que si vous continuez, vous risquez d'être plus délétère qu'autre chose. Il vaut mieux le mettre en posture plutôt que de poursuivre une manœuvre cutanée sur une peau inflammatoire qui pourrait développer des cicatrices hypertrophiques. Donc ça, c'est un schéma qui date un peu. Hein. C'était un kiné qui a commencé à travailler, c'est le premier kiné qui a commencé à travailler au secteur brûlé à la clinique Ster à la Malou en 1982. Donc il avait imaginé ce schéma où en fonction du test de vitropression, vous voyez là en abscisse, donc quand on a au niveau du test de vitropression, mais c'est juste l'hydratation. Donc lui il avait marqué décroutage, décollement parce que il y a quelquefois des zones d'hyperkératose à ce stade-là. Et vous voyez à 1,5, on fait des étirements et des écrasements cutanés. Alors actuellement, avec les réglages vraiment précis des nouveaux appareils LPG, on commence l'LPG pulsé un peu plus tôt, plus vers 1 seconde 5. Et à la fin de la maturation cicatricielle, quand on approche d'un test de vitropression de 2,5, 3 secondes, quand ils reviennent en cure, on fait à ce moment-là des jets haute pression pour venir vraiment assouplir la peau et traiter les zones de fibrose, etc. Ça va pour tout le monde, plus ou moins? Oui? Donc là, sur les photos, vous voyez des peaux hyper-inflammatoires. Hein, quand on a ces épidermes qui sont fins, croûteux, avec des fictènes, etc., ben, on n'agit pas dessus. On va agir en pourtour, en périphérie cicatricielle. Donc les écrasements cutanés et toutes les manœuvres cutanées, on les fera sans crème hydratante. Au départ, on hydrate après. Parce que si vous mettez de la crème avant de commencer vos manœuvres cutanées, vous risquez de glisser et après de provoquer des lésions.
La peau est tellement fragile que si vous glissez avec vos doigts ou si un coup d'ongle ou autre chose, on risque de recréer des plaies. Donc une cicatrice linéaire, par exemple comme ça, on ne vient jamais l'élargir hein, avec les doigts. On ne tire pas dessus comme ça. On va venir écraser dessus, faire des plis statiques dessus, mais on ne va pas écarter les bords. Sinon on l'élargit, on élargit la cicatrice et c'est foutu, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc ça on le verra plus en détail lors du TD sur le massage, mais on fait énormément d'étirements. Étirement au niveau du pourtour des greffes, étirement au niveau des visages, hein, si on nasogénien, pourtour de la bouche, des petits étirements au niveau des paupières, donc soit avec 2 doigts, soit avec, vous le voyez sur la photo du milieu, avec plusieurs doigts. Donc orthodermique, ça veut dire qu'il y a une zone qui reste fixe et l'autre qui est étirée avec un doigt ou plusieurs doigts. On fait des écrasements punctiformes aussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez distinguer sur la photo de droite, on en est à quel stade de la maturation cicatricielle là? On est plus vers où sur la courbe? Oui, mais la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quelle couleur ça? Ouais. Donc, voilà, il faut observer. Ma peau là, elle est un peu blanche et ça c'est rosé. Donc au fait là, je suis probablement après les 1 an sur ma courbe qui redescend. Voilà, qui redescend. Donc là, je peux effectuer un peu des plis roulés, je peux être un peu plus agressive. Là par contre, c'est rouge, vous voyez. Là, on en est à 2 mois. Donc on va un peu écraser, plis statique, tranquille. Voilà, donc l'importance de retenir ce schéma et toujours vous poser la question à quel niveau est-ce que je me situe par rapport à la maturation cicatricielle, ok? Donc au début, quand c'est inflammatoire, on ne réalise uniquement que des plis statiques. Donc vous le voyez même sur cette peau qui est assez rouge. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petits croisillons, c'est une peau qui est greffée, expansée, ça c'est une autogreffe, une greffe de peau mince, comme on l'a vu tout à l'heure en début du cours, qui est expansée parce qu'il y a les petits croisillons. Donc le chirurgien l'a étiré. Vous voyez que la peau est rouge, mais avec 2 doigts, le kiné va venir un peu assouplir parce qu'on est à la jonction là au niveau de la crête tibiale hein, et qu'il peut y avoir des adhérences. Ok? Donc on vient faire des petits plis statiques pour éviter qu'il y ait des adhérences dessus. Au niveau de la cuisse, on voit également les croisillons, c'est une greffe expansée. Et là, elle fait une prise un peu plus globale, elle vient faire des plis statiques. Hein. C'est vraiment les manœuvres d'assouplissement. Sur la photo du bas aussi, elle fait un pli, mais elle va venir également écraser là et écraser là. Vous voyez la zone de rétraction. Et c'est seulement quand on a le test de vitro qui est proche des 3 secondes qu'on pourra faire des plis roulés. Ok? Donc pas de plis roulés au début. Alors vous allez me dire, le LPG, ça fait bien un pli roulé. Sauf que le LPG, on va faire des réglages très fins. On va travailler avec des intensités très basses. Et la peau va être à peine saisie dans la chambre de traitement et va être mobilisée tout doucement. Si vous faites un pli roulé avec vos doigts, vous allez être beaucoup plus agressif. Donc pas de pli roulé manuel tant que c'est inflammatoire. Le LPG, oui, avec des réglages très fins, à basse intensité, mais pas avec les mains. Donc je vous parlais des adhérences, il y en a pas mal sur les malléoles, sur les crêtes tibiales. Voilà, il faut essayer d'aller décoller, essayer de faire des plis. Vous le voyez très bien sur la photo là en bas à gauche. Et un petit truc qu'on a en centre de rééducation, il y a un topic qui s'appelle de la pâte à l'eau. Hein, je crois que c'est une crème à base d'oxyde de zinc si je ne me trompe pas. Et donc quand vous l'appliquez, elle sèche un tout petit peu et ça permet quelquefois d'avoir une bonne adhérence au niveau des doigts quand vous voulez lever les adhérences. Alors,
pour lever les adhérences, la main du kiné, mais aussi le massage LPG avec le roll-in, roll-out, c'est très efficace. Donc justement, le LPG, c'est une mobilisation cutanée non invasive qui doit rester infradouloureuse. Si c'est fragile, si la peau est fragile ou si on a une peau hyper inflammatoire, on n'utilisera pas. C'est une aspiration par rôle, hein. Je pense que vous le savez, avec les rouleaux, les petits rouleaux, les moyens rouleaux et ou les clapets. Et sur la nouvelle machine maintenant, il y a un rouleau et aussi un clapet qui vient plaquer la peau contre le rouleau. Alors, pareil que mon schéma de l'inflammation, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, parce que vous aurez des cours avec Thomas sur le LPG, et j'en ai justement parlé avec un étudiant ce matin qui fait son stage dans mon service. Alors il m'a dit, si je n'arrive pas à gripper la peau, est-ce que je peux augmenter l'intensité? Non, on travaille toujours avec des intensités basses. Imaginez-vous, si j'augmente l'intensité, ma peau va être aspirée, 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 aspirée. Je vais créer une hyperémie, je vais augmenter l'inflammation cutanée. Donc si j'arrive pas à saisir ma peau, je vais augmenter le rapport de cycle qui va permettre à la peau d'entrer lentement dans la chambre de traitement et de redescendre. Si j'augmente mon rapport de cycle, je peux arriver à gripper des peaux greffées ou des peaux qui sont rigides. Ok? Donc je ne vais pas vous bassiner avec le LPG aujourd'hui puisque vous aurez un cours avec Thomas. Vous l'avez déjà eu? Ah d'accord. Ok. Donc c'est pour assouplir, je ne vais pas vous l'apprendre du coup, les zones de fibrose. Le LPG va réorganiser les fibroblastes, les fibres de collagène et va agir de manière mécanique sur le tissu conjonctif. Et il nous permet quand même d'agir précocement. Donc du coup, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Il y a l'ergolift aussi, il a dû vous en parler. Voilà. Après, massage manuel LPG, ce sont deux techniques complémentaires, hein. La main du kiné va venir appuyer, étirer, écraser. Et le LPG va venir mobiliser les tissus dans la chambre de traitement. Et on s'arrête si on a une majoration de l'inflammation. Je dois vous lâcher à moins de 10, hein, c'est ça? Non? Oui? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne traite pas un patient brûlé sans appareillage. Bien sûr, on ne traite pas un patient brûlé sans compression. Vous le savez, tous les patients brûlés doivent porter des vêtements compressifs sur mesure. Donc, au départ, on travaille avec des vêtements standards, des tubulaires standards, des gants standards, vous l'avez vu, des Bambiflex, tout ce qui peut comprimer. Une fois que le patient a un poids stable, on commande des vêtements compressifs sur mesure. Donc tout ça pour justement diminuer les conséquences pathologiques, pour essayer de limiter les conséquences de l'inflammation et avoir un bon résultat esthétique et une diminution de l'œdème. Donc les vêtements compressifs, on les porte 23 heures sur 24. Ça veut dire que c'est jour et nuit, quoi. On les enlève pour se laver, pour s'hydrater. On ne met pas de vêtements compressifs dans le cas d'artérite oblitérante des membres inférieurs. C'est contre-indiqué, bien sûr. Alors, l'action de la compression, c'est de réduire l'intensité de la phase inflammatoire, de diminuer le nombre de myofibroblastes et d'orienter les fibres de collagène. Au fait, ce qui se passe, c'est que pour fermer, les fibroblastes vont muter en myofibroblastes et ils vont toujours avoir cette action contractile et d'hypercellulaire, d'hyperinflammation. Et le fait d'appliquer une compression continue dessus, cela permet de réorienter les fibres et de lutter contre la phase inflammatoire. Donc ils sont remboursés par la sécurité sociale.
Chez les adultes, on peut les renouveler tous les 6 mois, sauf pour les gants, c'est tous les 3 mois. Et chez les enfants, tous les vêtements compressifs sont renouvelés tous les 3 mois. Par rapport à la croissance, vous pouvez l'imaginer. Et donc, on a énormément d'enfants qui viennent en hospice de jour à la clinique Ster. On en a 2 par jour qui viennent renouveler, réessayer leurs vêtements compressifs, réévaluer la cicatrice, etc. Donc, on en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a la compression souple par vêtement compressif, mais on a aussi tout ce qui est compression rigide. Vous l'avez compris tout à l'heure, je vous ai montré des Minerves. On effectue également des compressions rigides sur les visages. Alors si vous voulez être un peu curieux, vous regarderez ce qu'est le syndrome d'Haller dans l'os, parce qu'on le traite également avec des vêtements compressifs. C'est un peu comme pour la maladie de Verneuil, si vous voulez aller vous renseigner pour votre culture, vous allez voir le syndrome d'Haller dans l'os. Ok? Donc, on ne comprime pas en cas d'artérite, je vous l'ai dit. Les personnes brûlées très âgées, on en a, 83, 85, 90 ans. On ne les comprime pas non plus, parce que l'intérêt bénéfice-risque, c'est compliqué pour les mettre en place. Et en plus, il y a 2 extrêmes. Les enfants, les bébés ont une phase inflammatoire très très marquée, très intense, et les personnes âgées ont une phase inflammatoire qui est beaucoup moins marquée. Elles ont presque d'emblée la peau qui est rosée, donc on ne les embête pas avec les vêtements compressifs. Au pire, on commande des bas de contention. Il arrive souvent aussi que des personnes avec des troubles psychiatriques, on n'arrive pas à les comprimer puisqu'elles se retrouvent un peu enfermées, elles n'arrivent pas à supporter ça non plus. Donc on s'adapte. Donc je vous ai dit tous les 6 mois, sauf pour les gants, tous les 3 mois. Vous l'avez compris aussi, je vous l'ai dit, bandage, les vêtements compressifs provisoires, les vêtements compressifs sur mesure, les appareillages compressifs et les interfaces. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples de bandages, de gants standards, mais aussi de tubes au niveau des doigts. Donc je vous l'ai dit, on peut comprimer même avant l'épidermisation. Je vous en ai parlé, du bandage élasto-cohésif. Alors la bande flexidéale, je ne sais pas si vous l'avez vu sur vos lieux de stage, c'est une bande à allongement court et qui peut être utilisée justement chez les patients atteints d'artérite oblitérante. Voilà, ça comprime un petit peu moins, du coup ça c'est pas contre-indiqué pour les artérites. Donc vous voyez tous nos tubulaires de dimensions différentes, on arrive même à couper pour effectuer des brassières, on a une couturière quelquefois qui nous coud des bandages, donc c'est vraiment la compression rapidement pour essayer de stabiliser cette inflammation cutanée. Là, ce sont des exemples de compression souple avec voilà, compression souple sur mesure. Donc on travaille avec 3 marques différentes, Medical Z, Tuasne et Limed Otimedi. Donc vous voyez quand même que la cagoule, c'est pas forcément très facile à porter. Donc souvent les patients portent la cagoule la nuit et l'appareillage transparent rigide la journée. Donc ça c'est un exemple de prise de mesure. Alors la compression rigide, je vous en parle beaucoup lors de TD du visage, donc je vous en ai déjà parlé pour certains. Donc la compression rigide, son intérêt aussi c'est de comprimer les surfaces concaves au niveau des sillons de la région intermammaire. On va venir comprimer et aussi intérêt de la face palmaire chez l'enfant. Puisque vous le voyez sur la photo de gauche, on voit vraiment le blanchiment de la cicatrice, donc ça nous permet de voir si on est efficace ou pas. Et là, on reparle de l'angle cervico-mentonnier. Vous voyez, elle a 2 appareillages, la dame. Une Minerve qui est courte, qui vient vraiment plaquer l'angle,
et une autre mineure qui vient plaquer l'angle cervico-sternal et le sillon intermammaire. Donc les adjonctions à la compression, vous voyez qu'on rajoute des mousses rigides, semi-rigides, des hydrocellulaires, dans ce cas-ci au niveau de la paume de la main. Mais on peut aussi en mettre un peu partout pour vraiment renforcer, potentialiser l'effet de la compression. Si on ne comprime pas, on n'obtient pas un bon résultat. Alors vous voyez, cette cicatrice, elle était concave. Donc si on avait placé le gilet compressif sans adjonction à la compression, sans réaliser cette interface sur mesure, ben on n'aurait eu aucune action sur la cicatrice et la peau serait restée inflammatoire beaucoup plus longtemps. Donc quelquefois on est amené à augmenter la compression sur certaines zones. Localement, vous voyez sur la photo en haut à gauche, certaines zones étaient hypertrophiques, donc on a rajouté des interfaces sur ces endroits-là. Et on utilise également le mobiderme. Vous le voyez, c'est un tissu qui est formé de petits carrés. On l'utilise également dans le cas de lymphœdème pour venir drainer l'œdème et cisailler un petit peu les tissus. Donc bien sûr, la compression, il faut quand même la surveiller, hein. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'œdème distal. Par exemple, on ne mettra pas un manchon compressif sans gants, parce que si vous comprimez ici en distal, la main va rapidement être démaciée. Il faut toujours adapter et surtout également vérifier si le vêtement est bien ajusté, s'il est efficace. Parce que vous le voyez là, la compression elle n'est pas efficace. Là, la veste elle remonte constamment, donc on a moins de compression, on n'est pas efficace. Enfin, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous montrer beaucoup pour vous prouver qu'il faut quand même vérifier l'efficacité de la compression. Je vous disais qu'on pouvait renouveler tous les 6 mois, que c'était pris en charge. Si une compression est inefficace, comme sur les exemples suivants, une prescription médicale pour modification de la morphologie, perte de poids ou gain de poids, etc. Vous pouvez alors à ce moment-là renouveler avant les 6 mois. Ok, il ne faut pas laisser quelqu'un sans compression. On refait une prescription médicale, même le médecin traitant, et on recommande. Donc souvent, les patients, quand ils mettent en place leur vêtement compressif, ils vont étirer le tissu, ils le mettent vraiment très mal, hein. Donc le vêtement n'est pas en place au fait. Donc ça ne sert à rien de venir étirer, vous placez juste le vêtement et puis il faut aussi éduquer le patient à ça. Donc le programme d'éducation thérapeutique, il est validé pour le patient adulte, validé par l'ARS. Mais le programme pour l'enfant, pour les ados, n'est pas encore validé, on ne l'a pas finalisé encore. Donc ça, je l'avais montré un peu lors d'un TD, pour les personnes que j'ai eues en TD sur le visage. C'est notre unité pédiatrique qui a ouvert ses portes en janvier 2018, donc ça fait même pas 2 ans. Donc on a une capacité de 8 lits. Donc pour les enfants, les bébés, le plus jeune qu'on a eu, il avait 10 mois, et les ados. Donc la rééducation de l'enfant, on pourrait croire qu'on prend l'adulte brûlé et on le met en miniature chez les enfants, c'est pas du tout le cas. On s'est rendu compte, parce qu'on n'avait pas encore eu jusque-là l'autorisation pour les enfants. Et moi, personnellement, j'avais une grande expérience chez les adultes et je me suis dit, nickel, on va transposer le même traitement aux enfants. C'est pas vrai. Ils ont une réaction inflammatoire qui est beaucoup plus importante. Ils rétractent rapidement. L'avantage, c'est que quand on agit vite et qu'on comprime rapidement, qu'on effectue les postures plâtrées, on gagne rapidement. Mais il faut vraiment les surveiller au niveau de l'inflammation et de la rétraction. Et surtout, ce sont des petits segments de membres. Donc pour mouler une attelle, pour comprimer un visage. On a encore eu le cas hier, un petit garçon avec une cicatrice hypertrophique. Il avait 2 ans. On a commandé une mentonnière pour pouvoir mettre du silicone ou une mousse pour comprimer.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté à l'enfant, parce que le tissu était trop rigide et provoquait une rétrognasie au niveau de la mâchoire, de la mandibule. Et il faut faire très très attention à la croissance. Tout ce qui est appareillage rigide, etc., au niveau du visage, voilà, on n'en met pas parce qu'on peut être néfaste au niveau de la croissance, au niveau des cartilages de conjugaison. Donc au niveau du visage, c'est pas simple, c'est pas comme chez les adultes. Et puis pour mouler une orthèse sur une petite main comme ça, on est 3, des fois on est 4, quelquefois on recommence 3 fois, 4 fois, l'enfant a peur du chaud, le thermoformat plastique il est chaud, donc je vous assure c'est compliqué. Donc chez l'enfant de moins de 7 ans, c'est pas le VA, c'est l'Evendol. Vous trouverez facilement à l'échelle Evendol. Donc on use de stratégie. Bon, c'est pas très bien, mais la tablette. Maintenant, on a une éducatrice de jeunes enfants. Le jeu, la musique, les bulles chez les bébés. La gestion de la douleur, on utilise beaucoup le gaz méopa, le Calinox. Et surtout aussi, si vous n'avez pas les parents qui sont rassurés, vous ne pourrez rien faire de l'enfant. Donc il faut aussi bien rassurer les parents. Sinon, ça ne sert à rien. Donc les moyens de fixation pour l'appareillage, c'est un peu différent aussi. Je voulais vous montrer. Voilà. Une orthèse de ce type-là, palmaire, chez l'adulte, on fera que la face palmaire. Chez l'enfant, on est obligé de mouler un capot dorsal. Sinon, la main pistonne et on n'arrive pas, avec les moyens de fixation classiques, à maintenir une orthèse palmaire chez l'enfant. Donc, ce sont toutes des petites adaptations auxquelles on a dû se former et l'expérience venant maintenant, ça va bientôt faire 2 ans, on s'est adapté. Les vêtements compressifs chez les enfants, c'est la fermeture éclair dans le dos et pas en face antérieure, contrairement aux adultes. C'est beaucoup de body. C'est adapter aussi un vêtement sur la couche. Donc nos fabricants, on a de la chance, on leur note que l'enfant a des couches et ils adaptent leurs vêtements. Et voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, pour les manœuvres intempestives. Alors, ce jeune homme, vous voyez comme c'est inflammatoire, on était à 1 an de la brûlure. Le kinésithérapeute faisait des manœuvres prolongées en massage manuel, etc. Et lui, par la même occasion, il hydratait sa peau, mais comme il avait beaucoup de démangeaisons, parce que chez les patients brûlés, il y a les démangeaisons, le prurite est très fréquent, il hydratait, ça le soulageait pendant 5 minutes. Alors cette phase inflammatoire était très très difficile à être maîtrisée, donc on a refait des appareillages, on a éduqué le patient, les parents, on a refait une lettre pour le kiné, c'est rentré dans l'ordre. Et cette jeune fille, il faudrait que je trouve la photo quand elle est rentrée à la clinique, elle avait une brûlure du visage du second degré superficiel, pas de greffe, rien. Au bilan visuel, on ne voyait que des rougeurs. Par contre, au bilan dynamique, dès qu'elle ouvrait la bouche, elle avait effectivement une asymétrie d'ouverture là au niveau de la bouche, mais elle n'avait pas ce placard. Des séances de kinésithérapie, pareil. C'est vraiment pour vous alerter. Elle décrit, ça faisait mal, du LPG, j'avais mal. Et au fait, les séances ont été trop longues et ça a provoqué une cicatrice hypertrophique. Et elle a eu 3 ou 4 interventions chirurgicales par la suite pour essayer de résoudre ce problème. Donc, mon dernier message, et après je vous laisse partir, hein, je vous l'ai dit pendant toute la séance, je vous ai rabâché, le facteur temps, la maturation cicatricielle, on respecte l'inflammation cutanée pour tout type de cicatrice et on ne fait pas des mobiles à tout prix. On explique aux patients qu'on va être néfaste, qu'on va majorer l'inflammation et qu'on risque de lui créer des cicatrices pathologiques et des problèmes par la suite. Voilà. J'espère que mon message est passé, que vous avez compris comment prendre en charge des cicatrices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok ?